Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Depuis le démarrage de ce programme, c'est la première fois que nous recevons un homme des médias. C'est vrai que c'est un homme des médias, mais il n'est pas comme des médias. Eh bien, notre invité est un touche-à-tout, je le dis comme ça. Très souvent critiqué et incompris, à la limite, des fois, il est fou, il faut le dire comme ça. Monsieur Dossou est journaliste d'investigation et propriétaire d'une chaîne de télévision en Belgique, Enjeu Télévision. Éditorialiste et amoureux de la culture, notamment du vaudou, il est aussi l'initiateur du festival vaudou. Il est donc dans ce festival qui, petit à petit, est en train de devenir un grand événement, au point même de déboucher sur la création d'un musée vaudou. Quand je dis Dossou, il faut juste que je puisse ajouter Kinos pour que vous ayez la totalité de l'identité de mon invité ce dimanche. Monsieur Dossou, bonjour. Bonjour, Dantem. Alors, c'est vous qui avez l'habitude de poser des questions aux gens. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la position d'être un sujet ou un objet d'une interview. Comment vous ressentez ça, monsieur Dossou? C'est très particulier parce qu'on n'a pas souvent été comme un cadreur derrière la caméra et puis se retrouver devant. C'est assez particulier. Voilà, il y a le tout petit stress qui va. Mais qu'est-ce qui... Vous êtes stressé vous aussi? Oui. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il va me demander, surtout vous connaissant? Quelles questions va-t-il me poser? Pendant 52 minutes, on parlera de notre pays, le Bénin. On parlera déjà bien. Justement du journalisme d'investigation. Ça aussi, c'est bien. On parlera également de la culture vaudou. Et enfin, vous nous donnerez votre regard sur la gouvernance du président Talon. Absolument. Ça peut aller? Vous êtes prêt pour ça? Bien sûr. Oui. Alors, c'est quoi un journaliste d'investigation, monsieur Dossou Kinos? Écoutez, un journaliste d'investigation, il faut juste... Allez, on va partir de la définition claire et nette d'un journaliste. Un journaliste qui est je les appelle souvent cette personne qui est censée aller chercher la vraie information factuelle, la hiérarchiser, l'analyser et puis en sortir un résumé qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait dire une chirurgie parfaite. Donc on doit pouvoir justifier, prouver tout ce qu'on dit, déjà pour un journaliste. Alors l'investigateur, lui, il part encore au-delà de cela. Il va très très loin, il passe des années, voire des décennies à chercher des informations et à chercher des preuves pour chaque thématique d'un sujet qu'il débat, soit en presse écrite, soit en presse audiovisuelle, donc radio comme télé. Et donc le journaliste d'investigation est plutôt, on va dire, si je l'assimile un peu si je prends les forces armées, par exemple, il est un peu ce qu'on appelle un tireur d'élite. Donc, aux États-Unis, on l'assimilerait un peu au Navy SEALs, par exemple, qui est vraiment ce journaliste qui a tellement fait des recherches, qui a tellement été sur le front, qui s'est confronté même en mettant sa vie en danger, ça a été mon cas plusieurs fois à l'étranger, pour chercher l'information et la diffuser quoi qu'il arrive. D'accord, mais comment êtes-vous devenu journaliste d'investigation? On a vu votre parcours ici au BD, Kinos. J'ai eu la chance de travailler avec vous sur plusieurs médias. Comment êtes-vous devenu journaliste d'investigation au point même de remporter des prix dans le secteur? Absolument. À un moment donné, quand on finit, je veux dire, au Bénin, quand on était au Bénin à l'époque, on a eu effectivement beaucoup de chance d'avoir des médias qui sont assez formateurs. On n'avait pas d'école de journalisme, c'était pas disponible en fac. Et donc, on était un peu obligé de traîner, on va dire, nos bosses dans les médias qui existaient pour pouvoir au moins faire de la pratique. Et donc, après cela, il faut se faire former à l'université, déjà pour devenir journaliste. Les simples années d'exercice du métier dans les radios ou dans les télévisions, fussent-elles publiques ou très commodes, ne suffisent pas. Donc il faut à nouveau se faire former. Il faut se mettre en question chaque fois. Il faut confronter l'update. Donc il faut se mettre à jour chaque fois. Il faut absolument suivre des formations, écrire des éditions, participer à des rencontres internationales et surtout prouver qu'on est capable de passer des années à chercher des réponses à une question peut-être qui n'aura jamais de réponse. Donc c'est ça aussi le travail qui est fait. Et donc en Belgique, il faut tout abandonner et reprendre l'université. Donc vous avez tout repris? On a tout repris. Et après, il faut se mettre à la pratique. Donc effectivement, ça a été un long parcours, ça a duré 10 ans. Pour être très simple, ça a duré 10 ans. Et puis après, maintenant, quand on a fini cette formation-là,
il faut faire tout un autre parcours pour se faire accepter dans la corporation. En Belgique, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui chapeaute un peu, qui est l'organe de régulation. Okay. Et c'est un peu l'équivalent de la HAC ici, la haute autorité. Et alors après, il faut pouvoir en faire son métier principal. C'est ça qui est très compliqué en Europe. Déjà ici, c'est compliqué d'être journaliste à temps plein. Donc il faut gagner sa vie en faisant ce travail-là, mais aussi en arrivant à le prouver au jury, parce que vous passez devant un jury qui doit donner une réponse finale pour vous accepter en tant que journaliste. Pas encore en tant que journaliste d'investigation. En tant que journaliste. Donc c'est un parcours de combattant. Et maintenant, après, vous faites votre spécialisation. Il y a des journalistes de terrain, journalistes de guerre, des grands reporters, il y a des journalistes sportifs, il y a des journalistes qui sont spécialement vraiment très fins sur les questions, par exemple, du climat, par exemple, sur la question de l'éducation, sur la question des guerres, sur la question du numérique et autres. Donc voilà, ça prend quelques années. Alors, pour être plus précis, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes allé plusieurs fois sur des terrains de guerre, notamment en Afghanistan et un peu partout. Quand vous prenez du recul par rapport au journalisme d'investigation, pensez-vous que le Bénin aujourd'hui a des journalistes d'investigation? Alors, j'ai suivi plusieurs fois, parce que je scrute très bien tout ce qui se fait au Bénin. J'ai suivi plusieurs fois des séminaires de formation en ligne. J'ai regardé un peu ce qui se fait au pays. Et je trouve qu'il y a une volonté, en tout cas, d'aller de l'avant par rapport à... N'ayez pas la langue de bois, hein, dites-nous des choses. On va le dire, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez bien. Allez-y. Donc, du coup, il y a une volonté d'aller de l'avant. Mais je suis navré de constater qu'il n'y a pas que les corporations, donc les unions professionnelles de journalistes qui doivent faire le travail. On doit pouvoir avoir un accompagnement aussi à la fois du secteur public que du privé, donc notamment de l'État. Parce que je vous dis, moi, ma carte de presse, par exemple, belge, elle est signée par le ministre de l'Intérieur, le ministre fédéral de l'Intérieur. Je peux aller partout avec ça. Et donc, il y a forcément une enquête de moralité qui est faite, pas en tant que journaliste, mais pour avoir un média, parce que j'ai vu que vous avez bien scruté mon profil. Absolument. Et donc aujourd'hui, nos pays, pas que le Bénin, nos pays sont en proie à tous les changements qu'on a d'un point de vue numérique, d'un point de vue digitalisation. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Mais donc du coup, oui, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme d'investigation au Bénin? Avec le recul, avez-vous le sentiment que au Bénin, votre pays, le journalisme d'investigation est prisé? Alors, je vais pas faire des détours, mais si vous m'aviez laissé, j'aurais continué. Peur de quoi? Allez-y. Ah ben non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Mais répondez. Il n'y a pas de peur. Donc alors, à toutes les rencontres, je vais dire internationales où j'ai participé, où j'ai participé quand même à des forats qui sont assez sympathiques, où j'ai vu d'autres pays africains, je n'ai pas encore noté malheureusement le Bénin. Je l'ai pas vu. Ceci s'explique par différentes raison, sans pouvoir jeter la pierre aux journalistes ou aux acteurs des médias. Nous avons quand même été formés au pays et aujourd'hui, voilà, nous sommes ce que nous sommes en dehors du pays. Je pense qu'il y a du talent, mais il manque la formation, il manque l'acceptation déjà du métier, parce que c'est pas, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de journaliste d'investigation au Bénin. Pour moi, je n'en ai pas encore rencontré. D'accord. Vous n'en avez pas rencontré. Mais ça peut exister, mais voilà. Enfin, quand vous me dites que vous êtes un fabricant de voitures et qu'il y a le salon automobile, on doit pouvoir vous voir sur ce salon-là, mais bon, malheureusement, j'en ai pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'au Bénin, l'investigation n'est pas protégée? En Europe, vous faites l'investigation comme vous voulez, les informations sont disponibles. On a même des lanceurs d'alerte maintenant. Voilà, les informations sont disponibles, vous n'avez pas d'exposition juridique ou judiciaire par rapport à l'investigation. Mais au Bénin, vous avez aussi quelque chose. Au Bénin, l'investigation n'est pas protégée. Monsieur Kilos, vous pouvez être poursuivi pour recel de documents administratifs et autres. Aux États-Unis aussi. Le cas de Julian Assange, par exemple, que vous connaissez, qui est hébergé depuis quelques années à l'ambassade d'Équateur en Grande-Bretagne. Il a été maintenant convoyé aux États-Unis. Les États-Unis l'accusent d'avoir diffusé des informations secrètes d'État. Il y a des informations secrètes d'État, mais on n'en est pas encore là au Bénin. Mais ce que je veux dire, avant d'aller vers de l'investigation, parlons déjà de l'état du journalisme dans notre pays. Allez-y. Je pense, en regardant, vous savez, je ne suis pas très fan des rapports d'institutions internationales qui restent au 52e étage à Paris ou à New York pour décider ou pour voir avec des indicateurs qui forcément ne sont peut-être pas de la réalité, décider si tel pays occupe tel rang ou pas. Mais il y a des facteurs qui ne trompent pas. Il y a un baromètre qui ne trompe pas. Ce baromètre-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons Reporters sans frontières qui fait un baromètre plus ou moins
C'est très sérieux. Et depuis 2016, on dégringole. On n'était déjà pas à une très excellente place. On a perdu 7 places cette année, en 2022. On dépasse toujours les 121e, 122e. En 2021, on était 131e, je pense. En tout cas, on dépasse toujours la centaine de pays sur 180. Quand on a des pays comme les Seychelles qui sont 13e, on a... la France n'est pas un exemple parce qu'elle est 60 et quelquième. Ouais. Et c'est toujours les pays d'Europe du Nord qui sont les premiers du classement. On doit se poser des questions parce qu'à l'heure actuelle, nous avons ce seul baromètre qui nous permet de juger, on va dire, de jauger avec notre jauge. Même ce baromètre n'est pas très objectif. Il y a des confrères qui combattent les classements de Reporters sans frontières. Qui combattent, et je fais partie de ceux qui, pas que Reporters sans frontières, je pense que les chiffres doivent refléter la réalité. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas tous les indicateurs possibles qui nous permettent de dire clairement aujourd'hui, au Bénin, quelle est la place qu'on occupe de façon claire. Nous avons un nouveau code du numérique qui a été promulgué et validé par le président de la République, qui dépénalise les délits de presse. Ça, c'est une avancée majeure. Oui, mais est-ce que ce code du numérique est respecté dans toute sa splendeur, dans le sens où le législateur a envie de le démontrer? Non, il faut avoir le courage de le dire. Alors, pour la petite histoire, à l'heure actuelle, avant de venir à votre émission, parce que je savais que vous allez me parler du journalisme, nous avons 0 journaliste emprisonné au Bénin et 0 journaliste tué au Bénin depuis 2022, depuis le 1er janvier. Comparé en Arabie Saoudite, on a 38, par exemple. En Côte d'Ivoire, où on a eu 1 de tué. Et donc, c'est ces indicateurs-là, qui nous permettent de pouvoir parler pour justifier quelque chose. Je déplore effectivement le fait que dans le pays même, parce qu'en Belgique, nous avons des structures qui s'occupent clairement de proposer ces baromètres-là. Au Bénin, je n'ai pas de baromètre à l'heure actuelle local qui puisse prouver ce qui se passe avec les journalistes au Bénin. Je n'en ai pas. D'accord. Et c'est dommage parce que le journalisme, d'après le dernier rapport des Nations Unies, donc de l'UNESCO, est en train de devenir un bien public. C'est un bien public. C'est un 4e pouvoir. Donc on a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et on a la presse qui est un 4e pouvoir. Nous orientons le débat public. Et je reviens au journalisme d'investigation en vous disant, normalement, nos États doivent même investir dans des médias qui font la promotion du journalisme d'investigation. Parce que c'est un type de journalisme qui permet à l'État, qui permet au gouvernement, qui permet au pouvoir en place de pouvoir mettre la main sur quelque chose qui ne se passe pas bien, malgré, par exemple, le cas du Bénin, des réformes. Donc nous, depuis 2016, on a initié, par exemple, des documentaires d'investigation. Je vous le dis officiellement aujourd'hui, j'en ai jamais parlé, puisque vous me posez des questions et vous voulez que je sois franc. Absolument. Il y a des documentaires d'investigation, notamment dans 3 domaines, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la jeunesse, des sports, de la culture, vous la diffusez, et dans le domaine de la justice. Et elles ne sont pas terminées, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc avec des documents concrets. Quand je parle de documents, ce n'est pas des documents papier, mais c'est des preuves audiovisuelles concrètes qui démontre clairement ce qui se passe dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste n'a pas comme métier celui qui est contre un pouvoir ou celui qui est pour un pouvoir ou machin. Le problème du journaliste, ou alors son métier, c'est de parler de ce qui va dans un pays et de ce qui ne va pas, et d'aller chercher l'info. Monsieur Dossou, c'est vrai que vous êtes journaliste, ouais. Vous êtes très prolixe, je le constate, mais pour faire de l'investigation, à part le contexte légal, il faut des moyens. Il faut des moyens. Beaucoup de moyens, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps. Vous croyez vraiment que c'est possible dans un pays comme le Bénin de faire de l'investigation journalistique au point d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose? On peut avoir des réponses aux questions. Et on peut chercher les moyens. Vous connaissez ma série Autre Soleil d'Afrique. J'étais là en janvier dernier et on est en train de vouloir parler de l'Afrique dynamique, de l'Afrique qui marche. Donc on définit clairement l'idée directrice. C'est que nous avons marre d'entendre dans les médias européens que l'Afrique, c'est la misère, c'est la guerre, c'est la corruption, c'est tout ceci. Donc nous, on prend le sens contraire et on se dit, tiens, nous allons aller en Afrique et nous parlerons de ce qui marche, de ce qui va bien, pour changer un peu le regard du monde, parce qu'on considère toujours que l'Afrique, c'est... Voilà. Et donc, c'est de l'investigation. Et ça coûte de l'argent. Et quand vous venez vers nos États africains, ils n'ont pas envie de donner de l'argent pour faire ça. Même quand on a envie de parler bien de leur pays. Et vous trouvez l'argent on trouve l'argent en Europe pour faire ça. Donc vous cherchez de l'argent en Europe.
Et on venir veut faire de l'investigation en Afrique. Et je ne vous le cache pas, c'est mon cas. Alors, en conclusion, c'est qu'on ne trouvera pas les moyens on en Afrique, les moyens, notamment au Bénin, pour faire de l'investigation. Les moyens existent. Mais est-ce que les politiques publiques, parce que c'est dommage de le constater ainsi, le journalisme d'investigation a toujours aidé les États dans lesquels il est pratiqué de façon libre et indépendante à mettre la main sur les problématiques, par exemple sociales, juridiques, culturelles, et même économiques. Je vous dis, nous allons révéler des choses au niveau de la justice béninoise où les gens vont tomber par terre, avec des preuves à l'appui. Et vous allez rester au Bénin pour le faire? On va rester au Bénin pour le faire. On va le faire ici, on viendra lancer et on le mettra à la disposition de l'État. Oui. C'est parce que le quatrième pouvoir, quand on parle d'un quatrième pouvoir, c'est un indice de développement et c'est un indice de justification du contexte démocratique. Un pays démocratique, nous sommes au Bénin un exemple de démocratie en Afrique. Nous devons pouvoir avoir une presse libre et indépendante. Et je sais que c'est très cher au président de la République et je pense que c'est quelque chose que nous devons développer. Les journalistes ne peuvent pas forcément attendre que l'aide vienne de l'État. Nous devons pouvoir sortir pour aller chercher aussi de l'aide. Mais il faut avoir les moyens de sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en corporation. Je ne connais aucune corporation de journalistes de chez nous, je dis bien de chez nous, et je vous l'ai dit, qui participent à des rencontres internationales ailleurs, en dehors du Bénin ou d'Afrique. Il faut attendre l'État ou il faut attendre les bailleurs de fonds privés pour avoir les moyens de prendre un ticket d'avion avec tout l'imbroglio. C'est pas moi qui dois partir, c'est l'autre qui doit partir. Ben, si l'autre doit partir, c'est que forcément je vais tout faire pour qu'il ne parte pas. Nous ne sommes plus à ce stade-là aujourd'hui. La presse se libéralise et aujourd'hui, comme je le dis souvent à Bruxelles, qui est d'ailleurs notre slogan, l'écran le plus important, c'est celui qui est dans nos poches. Aujourd'hui, on ne va pas attendre 20 heures pour, comme on le faisait avant, pour écouter Marcel Beria ou Annick Ballet pour savoir ce qui s'est passé de la journée. On le sait déjà. L'investigation aussi est à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir des blogueurs, des personnes qui ont un peu plus de moyens, qui vont faire de l'investigation. Bah, écoutez, moi, j'ai été faire de l'investigation aux États-Unis. Pourtant, les Américains ne sont pas ils sont très frileux quand il s'agit d'aller plus loin dans la recherche. J'ai été faire de l'investigation dans 5 États américains pour aller savoir ce que c'est, par exemple, le sujet de la loterie Visa. Et c'est avec ça que j'ai eu un prix en Belgique pour le fonds du journalisme d'investigation. Parce qu'il faut se donner, ça a duré 4 ans pour faire ça. Et bah oui, quand je suis venu au Bénin pour chercher des fonds pour faire un film sur les Amazones, pour montrer au monde entier qu'au Bénin, quelque part, vous n'avez pas eu les fonds. J'ai pas eu de fonds. Bon, ça c'est pas grave, je le savais déjà. Mais j'ai même pas eu les autorisations pour tourner mon film. Je suis allé reconstituer l'épopée des Amazones à Metz, en France. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans cet état de choses? Évidemment. Et malgré ça, vous avez de l'espoir pour l'investigation? Ah ben oui. Malgré tout ce que vous avez connu là? Ben, écoutez, si vous avez ces problèmes, écoutez, qui sommes-nous, nous autres, ici au Bénin, pour ne pas avoir pire? Écoutez, c'est tellement facile de jeter l'éponge que je ne suis pas du genre à jeter l'éponge. J'aime bien le profil que vous avez peint de moi parce que, oui, beaucoup pensent qu'il est fou. Non, il faut à un moment donné qu'il y ait un début. Il faut faire un début. Qui aurait cru qu'un jour on se retrouverait à Bruxelles pour faire la promotion du vaudou? Le vaudou, c'est le truc, il ne faut pas s'approcher. On parlera de ça on parlera après. Donc, voyez, il faut aller de l'avant. Et je pense que l'investigation a ses beaux jours. Surtout dans un pays qui est précurseur en matière de démocratie, en matière de liberté de presse. Vous vous rappelez, dans les années 90, dans les années 90, le Bénin faisait partie des tout premiers pays à démonopoliser, par exemple, l'attribution des fréquences radio. Avec les fréquences, la modulation de fréquences, on a eu toutes sortes de radios qui étaient libres et indépendantes. Effectivement, aujourd'hui, Internet joue un peu le jeu, mais on ne peut pas dire, dans un contexte actuel, si on regarde les chiffres de Reporters sans frontières, nous ne sommes nulle part. Il faut avoir le courage de dire. Alors, Monsieur Dosoukinos, vous êtes allé plus loin que l'investigation. Vous avez même créé une chaîne de télévision en Belgique qu'on appelle Enjeu Télévision. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas créé la chaîne chez vous au Bénin et vous êtes allé en Belgique créer une chaîne de télévision? Moi, je ne suis pas allé en Belgique créer une chaîne. Je vis en Belgique. Oui, d'accord, mais vous aurez pu créer votre chaîne au Bénin pour aider les journalistes béninois. Écoutez... Vous ne vous attendiez certainement pas à cette question, mais je vous la pose. Pourquoi vous ne mettez pas une chaîne de télévision ici? Bon, et vous dire, d'ailleurs, une première raison, c'est que j'ai travaillé beaucoup dans les médias occidentaux. J'étais chef d'équipe pour plusieurs médias. J'ai vendu des programmes télé à Canal, à TV5.
J'ai travaillé à l'EIF en tant que responsable éditorial. Ça ne justifie pas pourquoi vous créez une chaîne. Non, mais je vais dire. Et donc, je veux dire, j'ai toute la lignée professionnelle dans ces environnements-là. Et puis après, on a envie d'aller un peu plus loin dans ce que nous avions déjà fait. J'ai vécu au Bénin, j'ai travaillé au Bénin, j'ai été directeur des programmes d'une radio à 23 ans seulement. J'ai travaillé d'ailleurs sous vous à Radio Topa, où on a passé de très bons moments. Je peux faire le témoignage que vous avez été un peu turbulent, mais vous étiez bon quand même. Voilà. La turbulence, vous savez, c'est inévitable quand on est dans un avion. Et quand on est dans un avion, c'est qu'on a décollé pour aller quelque part. D'accord. Il faut toujours décoller. Donc, Enjeu est en Belgique. Enjeu vit en Belgique. C'est une entreprise de médias belges, validée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un média hybride qui produit. Alors, et nous avons envie de faire du vrai journalisme. D'accord. Vous êtes béninois, propriétaire de médias en Europe. Quelle opportunité offrez-vous aux journalistes béninois à partir de votre expérience et de votre parcours? Est-ce que les journalistes béninois qui ont envie de faire de l'investigation peuvent vous faire confiance? Alors, au lancement d'Enjeu en 2018, on a lancé en 2017 un projet de revalorisation du métier. Nous avons adressé à toutes les missions diplomatiques africaines parce que ce que nous défendons, c'est un nouveau visage de l'Afrique. Enjeu n'est pas un média africain, c'est un média belge, mais voilà, on ne sait pas renier ses origines. Nous défendons un nouveau visage, un nouveau paradigme social, un nouveau paradigme politique et économique pour l'Afrique et la jeunesse africaine. Pourquoi il faut le faire à Bruxelles? Il faut le faire à Bruxelles parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Les enjeux africains sont déterminés, c'est malheureux de le dire comme ça, à Bruxelles. À Bruxelles, vous avez la commission de l'Union africaine qui est installée, qui est la plus grande commission en dehors de l'Union européenne qui est là. Vous avez les ACP qui sont là. Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde depuis 2017 derrière Dubaï. Donc ça veut dire qu'à Bruxelles, vous avez 180 nationalités qui se côtoient tous les jours. Donc les décisions, une grande partie des décisions liées à l'Afrique se font là. C'est pas pour rien que vous allez voir les chefs d'État qui viennent tous les jours, avec même un sommet Union européenne-Afrique qui se tient là, avec comme Union européenne un des premiers partenaires économiques du continent noir. Donc il faut s'installer là. C'est là que ça se passe. Et donc à partir de ce moment, nous avons toutes sortes d'infrastructures fédérales qui nous protègent aussi quelque part. Et alors, ben oui. Quand on va mal parler, je dirais pas mal parler, quand on va critiquer Emmanuel Macron, ben, on pourrait aller facilement boire une bière dans le coin de la rue, rentrer chez nous, sans problème. D'accord. D'accord. Quand on va prendre une position qui est tout à fait contraire à la position du gouvernement ou autre, eh ben, on est toujours là parce que le journaliste n'est pas contre un pouvoir. Le journaliste ne donne pas son avis personnel contre un pouvoir. Monsieur Dossou. Voilà, c'est ça le travail. Quelle opportunité pour les jeunes journalistes béninois d'être avec vous, d'avoir des chances sur Enjeu Télévision? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous êtes tout le temps en train de non, je veux savoir, parce qu'en fait... Donc voilà, on a lancé un programme en 2019, comme je vous ai dit. Exactement. Le Sénégal a répondu, le Congo RDC a répondu, le Togo a répondu. Vous voulez dire que le Bénin n'a pas répondu? Le Bénin n'a pas répondu. Donc on a travaillé avec les gens qui ont répondu. Comme maintenant, vous savez d'où je reviens. Voilà. Je ne me considère plus forcément comme quelqu'un qui doit absolument faire des choses que au Bénin. Pour le Bénin. Le Bénin fait partie du continent africain. Et donc, bah, écoutez, quand j'apprends qu'il y a des Béninois qui sont à Nice pour les Jeux de la francophonie, je dépêche une équipe spécialement pour eux. Mais voilà, le Bénin restera un pays d'origine où tout a commencé et peut-être où tout va se terminer, j'en sais strictement rien. Mais nous allons devoir travailler avec les gens qui répondent quand on leur pose des questions. Et c'est à ça que je dis, ben oui, on ne doit pas l'imputer forcément aux gouvernants, mais c'est peut-être un système qui n'est pas encore rodé pour comprendre que certains enjeux forcément viennent d'ailleurs. Alors, Monsieur Kilos Dossou, dans mon introduction, je disais que vous êtes un touche-à-tout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que journaliste. On vous voit beaucoup dans des activités culturelles, notamment dans la promotion du vaudou. Quel est votre rapport avec le vaudou? Écoutez, je l'ai toujours dit, partout où je suis passé, même ici, ça a été très très compliqué. Mais jusqu'à la date où nous parlons, à ce dimanche-ci où nous faisons l'émission, vous prenez un avion, vous prenez un taxi-moto, vous prenez un taxi urbain, vous prenez un Bénin taxi, vous allez n'importe où en dehors du Bénin, sur cette planète Terre, et que vous dites que vous venez du Bénin,
la première réponse de la personne en face de vous, que ce soit un Européen, un Asiatique, un Américain, un Néo-Zélandais, un Autochtone, un Inuit, un Canadien, n'importe qui sur cette terre, vous dira « Ah, vous venez du pays du vaudou ». Et là, je ne l'ai pas constaté en allant en Europe. J'ai beaucoup milité à l'Université nationale du Bénin à l'époque. J'ai été un très grand militant de l'Union nationale des étudiants du Bénin, donc accessoirement de l'Union culturelle et artistique des étudiants. Le ACE. Le ACE, l'UCAE, qui était le binôme de l'EACE. Et j'ai constaté clairement que le vaudou est la seule chose qui définit le béninois et l'Africain. Un peu comme l'Européen est défini par une culture judéo-chrétienne, les Chinois ou autres Asiatiques par le bouddhisme, et une autre partie du Moyen-Orient par l'islam. Alors c'est pour ça que vous avez organisé le premier festival du vaudou. On en a organisé 4. En terre, non, le tout premier. Le tout premier. En terre bruxelloise. Ouais. Il était important pour nous parce que, au-delà du fait que même chez nous, le vaudou est décrié par certains hypocrites très ridicules qui sont en train de renier leur identité, ça, ils comprendront plus tard parce que je ne sais pas comment tu t'appelles, Dossou, Vaudougnon, Abalo et tout ce que vous voulez, et qu'on veuille rejeter cela. Le vaudou fait partie de l'ADN de l'homme noir. C'est aussi simple que ça. Vous aurez le vaudou au Maroc, en Tunisie, n'importe où sur la terre d'Afrique, vous l'aurez. J'ai constaté que ce n'était pas normal que nous puissions laisser cette niche, cette richesse, mais c'est une richesse qui ne peut jamais s'épuiser. J'ai constaté tout doit être autour de cela. Ouais. Et donc en 2012, quand j'ai essayé d'aller sur des élections en Belgique pour représenter les Béninois de Belgique et de Luxembourg dans une institution maintenant qui aujourd'hui n'est plus rien du tout, j'ai dit, écoutez, nous devons pouvoir être capables de proposer quelque chose pour nous faire connaître. Faire connaître qui nous sommes. Pourquoi? Parce que c'était très très gênant de voir comment le vaudou était vu en dehors d'ici. Sachant que c'est la seule chose qui nous identifie. C'était vu comment? Le vaudou, même jusqu'à maintenant, en Europe, aux États-Unis, vous avez vu les films hollywoodiens, c'est la poupée vaudou dans laquelle on met une aiguille pour tuer quelqu'un de l'autre côté. Or, le vaudou puise fondamentalement, ces deux forces dans la faune et dans la flore. Aujourd'hui, l'Europe vieillissante est en train de comprendre que nous devons revenir vers une Afrique plus ou moins écologique, parce que tout du vaudou se fait dans la nature. Une connaissance des plantes, une connaissance des couvents, une connaissance de l'éducation. On a une éducation au vaudou, où par exemple à table vous ne parlez pas, ou par exemple on est sur un écran de télé. Donc le vaudou, c'est l'ADN de l'homme africain. Alors, le béninois en est la source. Et j'ai décidé clairement d'écrire un projet que j'ai déposé dans certains ministères avant la session de Patrice Talon au pouvoir, où ça a été rejeté. Rejeté, oui, clairement, parce qu'il ne faut pas parler du vaudou, c'est le diable, c'est tout, il faut parler de tout sauf ça. D'accord. Et donc, j'ai réécrit le projet, et puis je l'ai fait introduire en 2016 au président Patrice Talon, qui a demandé à me rencontrer, que j'ai rencontré, on a discuté, et puis voilà. Donc vous avez fait le premier festival vaudou à Bruxelles? À Bruxelles, avec l'aide du soutien du chef de l'État. D'accord. Il y a eu beaucoup de Béninois qui se sont déplacés sur Bruxelles. J'ai fait déplacer 54 personnes. Oui, mais après, vous n'avez pas continué. Vous avez continué, mais plus avec la même envergure. On a continué avec plus d'envergure, malheureusement. On a continué le festival parce que mon idée, au départ, je ne sais pas si beaucoup de Béninois ont eu la chance de manger un bout une fois avec Patrice Talon. Moi, j'ai eu cette chance-là de le faire. Et je connais voilà, c'est une chance pour moi. Il n'était pas président, mais voilà, il allait le devenir. Donc, c'est très, très important pour moi d'aller proposer un projet comme ça à quelqu'un qui a une vision pour ce qui fait notre origine. Et quand j'ai été, c'est un chef d'État qui est très à l'écoute, qui vous pose beaucoup de questions, beaucoup plus que vous. Donc, Mbalo qui va au fond des choses, qui étudie les choses et qui vous dit son point de vue. Au départ, le festival des arts vaudou d'aujourd'hui, ce n'était pas comme ça que j'ai voulu le faire. Je suis parti, je dis, je veux faire un festival vaudou. Et le président de la République m'a dit, vous savez, vous êtes encore très jeune, mais je comprends votre envie de montrer le vaudou. Mais nous sommes dans un pays où toutes les confessions religieuses doivent côtoyer. Mais je sais que vous ne voulez pas parler de religion en parlant du vaudou. Moi, je veux parler de vaudou en tant que patrimoine, en tant qu'ADN.
qui a évidemment sa religion, qui a sa médecine, qui a son éducation, qui a ses écoles, les couvents, et même s'il y a certaines choses qui se font dedans aujourd'hui qu'on peut décrier, mais il n'y a pas, y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et donc le nom, le Festival des Arts Vaudous, c'est Patrice Talon qui l'a donné, c'est pas moi. Moi, j'ai dit que je veux l'appeler Festival Vaudou. Et donc, du coup, j'ai vu en face de moi un homme qui avait une ambition de révéler quelque chose, d'où il vient. On peut être... voilà, vous avez des juifs qui sont musulmans, hein. Et il y a des chrétiens catholiques qui vont dans des temples vaudous. Oui, mais je disais tout à l'heure que vous n'avez pas continué, on a continué le festival avec la même envergure. On a parce continué. Il y a une polémique qui a vu le jour après la première édition, au point où personne ne croyait en la pérennité de ce festival. Le festival a continué depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons simplement plus voulu faire de la promotion du festival au Bénin parce que nous avons envie de montrer le vaudou aux autres. Oui. Les Béninois vivent dans le vaudou déjà. Donc, mais les Béninois ont toujours besoin de connaître le vaudou. Oui, mais les premières éditions, nous avons invité la télévision nationale. La deuxième édition, on a également invité la télévision nationale. Mais il est important pour nous de célébrer le vaudou dans des endroits symboliques. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bruxelles. Oui. Après New York, Bruxelles, c'est la seule ville sur Terre où il y a plus de concentration de personnes qui viennent de tous les pays. Donc c'était important pour nous de continuer à le faire à Bruxelles. Nous n'avons plus continué à faire de la communication un peu pas exagérée, mais comme la première édition. Oui. Parce que la première édition, il fallait aussi montrer que l'État était partie prenante, l'État a compris qu'il faut soutenir un projet. Mais Monsieur Dossou, oui. Monsieur Dossou, oui. Dites-nous la vérité. Oui. Hein, vous avez été bloqué quand même à un niveau ou à un autre. Par des Béninois. Ça, c'est clair, mais est-ce que c'est ici que nous allons en parler? Je vais vous dire quelque chose. Vous avez fait la promesse de dire tout. Oui, j'ai fait la promesse. Donc moi, je vous pose des questions, vous répondez à mes questions. Déjà, je débarque à moins de 40 ans avec un festival de cette envergure-là. On a déjà d'office été bloqué. N'eût été la volonté du chef de l'État de promouvoir le Bénin à l'étranger, on n'en serait jamais arrivé. Et ce que je regrette, c'est encore le fait d'avoir exposé peut-être un peu le pouvoir central dans son implication, parce que ça a été un projet écrit, mijoté. On a fait la première conférence de lancement de ce festival au Bénin, Marina Hotel de l'époque, parce que c'était important pour nous qu'on associe les dépositaires de l'ADN vaudou. C'est ce qui explique que nous avons affrété un avion de Brussels Airlines pour faire partir une 50aine de personnes, 54 plus ou moins. C'était pas parce que c'était des personnes qu'on connaissait, ça n'a rien à voir. Nous avons invité des personnes qui étaient dépositaires et qui ont contribué surtout au projet, depuis l'écriture du projet jusqu'à son exécution. Tout a été dit en Conseil des ministres, donc je ne trouve pas urgent de venir faire des détails. Si quelqu'un a envie de savoir ce qui s'est passé au Festival Vaudou, ça a été dit, l'ORTB était là, les chaînes de télévision étaient là, on en a fait la promo. On a célébré le Bénin comme cela n'a jamais été fait depuis la création du Bénin à Bruxelles. Ça, c'était notre pari qui a été réussi. Et l'UNESCO vous a suivi en vous donnant même l'opportunité de créer bientôt un musée vaudou. Vous l'avez déjà fait. C'est au-delà d'un musée. Au-delà d'un musée. Nous sommes en train de mettre en place l'Institut Vaudou. L'Institut Vaudou, vous avez l'Institut français ici. Ouais. Imaginez l'Institut français 10 fois. Parce que le vaudou, ce n'est pas que le Bénin. Le vaudou, c'est les États-Unis, c'est les Caraïbes, c'est Haïti, c'est l'Europe, c'est même une partie de l'Asie, c'est l'Australie. Donc nous sommes sortis du joug, comme on aime le faire avec le culte de la proximité au Bénin, pour aller plus loin. Notre idée, nous, c'est de parler d'où on vient. Donc on veut en parler en dehors d'où on vient. Et nous avons été lancés, suivis pour une première édition. Vous savez, c'est toujours les premières éditions qui sont compliquées. Et vous allez voir, je n'ai jamais accordé une interview, ni de chaîne de télé, ni radio, ni presse écrite depuis 2016, parce que je n'estime pas opportun de répondre à des personnes qui n'ont rien compris, ils n'ont pas lu notre projet, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et comme d'habitude en Afrique, au Bénin, on se jette. Il y a même des gens qui parlent de vous, qui sont incapables de vous distinguer. Et donc, est-ce qu'il faut répondre à des polémiques comme ça? On va de l'avant. On a un projet. Donc, installer l'Institut Vaudou à Bruxelles avec un couvent vaudou, avec l'arène de vaudou masqué, avec une bibliothèque orale où les gens viennent visiter, on leur explique ce que c'est, le vaudou, on leur explique réellement d'où on vient. C'est notre identité. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, on ne refuse pas aux gens de croire en leur Dieu. Mais
Il y a une chose qu'on ne peut jamais enlever de nous, vous et moi, et les techniciens aujourd'hui sur place, c'est cette identité-là. Cette identité vaudou, elle est en nous, que vous voyez ou non, ça se lit dans notre comportement, dans notre façon de faire, notre façon de manger. Au cœur de Bruxelles, vous avez déjà l'espace pour votre On a déjà la région institut. de Bruxelles-Capitale qui nous soutient énormément, qui nous a mis 40 000 m² les 2 dernières années pour célébrer le vaudou. Pour vous donner une idée, 40 000 m². Et donc, ça va continuer. Et l'idée, c'est loin de tout conteste politique. Nous ne sommes pas politiques. Nous ambitionnons simplement de démontrer au monde qui nous sommes, d'où on vient, et de dire nous sommes la terre de l'origine, c'est tout. Et nous cherchons les moyens de le démontrer pour éviter que l'histoire qui s'est faite sur notre dos, pendant que nous étions muets, parce que nous venons d'une civilisation orale, ne se refasse à nouveau avec les enfants que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'histoire. Et c'est pour ça que moi, je le dis clairement, n'eût été Patrice Talon, on n'aurait peut-être pas eu autant de succès en Europe pour le Festival Vaudou. Parlons justement de Patrice Talon. Maintenant, Monsieur Kinos Dossou, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes également éditorialiste. Donc, vos éditoriaux, on le dit comme ça, n'est-ce pas? Oui. Sont diffusés à foison sur les chaînes. Vous êtes béninois, vous revenez fréquemment au Bénin. Qu'est-ce qui a changé au Bénin, selon vous, quand vous rentrez dans le pays? Je dois dire que au Bénin, quand on vient aujourd'hui, je parle comme un simple citoyen. Donc j'enlève le manteau de journaliste, de machin. Je parle comme un simple citoyen, même pas béninois. Pour quelqu'un qui est déjà venu au Bénin par le passé, moi j'y ai vécu au Bénin, il y a quelque chose qui se fait dans ce pays-là. Il y a quelque chose qui se fait au Bénin. Mais tous les régimes ont fait quelque chose. Oui, tous les régimes. Ah bah oui, heureusement. Heureusement. Mais depuis 1960, et je mesure très très bien mes mots, et vous savez combien de fois je suis très critique. Même si des fois vous faites la langue de bois. Allez-y. Non, je vais aller par vous, et j'espère que vous ne me ferez pas la langue de bois. Ben, je vous pose des questions, moi c'est mon Parce rôle. que là, on est sur quelque chose de très sensible. Moi, je n'opine pas. Et on va regarder, vos auditeurs nous regardent, vos téléspectateurs nous regardent. Ouais. Il faut être absolument un hypocrite pour dire qu'aujourd'hui, quelque chose ne se fait pas au Bénin. Je parle d'un point de vue d'infrastructure. Pour commencer, le pays est en train de changer. Le visage du pays est en train de changer. Vous savez, nous, journalistes, on ne peut pas être politique. Même si, entre-temps, vous avez viré un peu, mais vous êtes revenu après. Non, je suis allé faire une expérience. Voilà, vous êtes revenu. Je n'ai pas viré, mais voilà, je suis très heureux que vous soyez revenu parce que c'est... Peut-être que je repartirai. On n'en sait rien. Mais sachez que c'est dans ce seul métier que vous serez plus libre. Pourquoi, même si dans certains pays... Parce que vous pouvez dire les choses. Avec objectivité, ce que nous disons... Mais dans un autre monde, je disais aussi les choses. Oui, mais vous êtes un peu assimilé à une couleur politique. Ça, c'est votre commentaire. C'est à une couleur politique. Et donc, forcément, c'est un peu comme dans une rédaction. Quand vous rentrez dans une rédaction de droite ou de gauche, vous êtes d'office. Vous ne pouvez pas rentrer dans une chaîne de télévision de la diaspora et ne jamais parler de la diaspora. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et je suis heureux que vous soyez revenu parmi nous. Parce que vous êtes un talent et il ne fallait pas le gâcher, sachant que vous avez mis ce talent. Parlons de Patrice Talon. Oui. Parlons du Bénin. Voilà. Donc parlons de... Vous savez, je vous avais dit que nous allons... Alors, donc Patrice Talon, pour moi, oui. Donc je disais que depuis 1960, où le Dahomey est devenu Bénin, où nous sommes nés au Bénin, nous avons grandi, même si on a fait des allers-retours, c'est la première fois qu'on sent un pays en chantier. Et il faut le dire. Eh bien, évidemment, la démocratie n'est pas qu'un chantier d'infrastructure. C'est aussi un chantier des libertés individuelles. C'est aussi un chantier de la liberté d'expression. J'ai appris qu'il y a des journalistes qui ont été enfermés au Bénin. Ça a été une peine pour moi d'apprendre des trucs pareils. Mais à nouveau, nous avons pris l'habitude en Afrique tout de suite d'accuser le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas le don de l'ubiquité. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être présent partout. Il doit déléguer. Et donc vous avez des ministres, vous avez des directeurs, et donc il ne peut pas forcément, à cet instant précis, savoir ce que le directeur général des douanes ou des impôts est en train de faire. Ce que vous dites là est grave. Ah ben, ce n'est pas grave. Ce que vous dites est grave, parce que même quand vous déléguez, on vous fait des comptes rendus. Vous êtes obligé de suivre et de savoir ce qui se passe dans un pays. Mais je vais venir. Monsieur Dossou. Le chef de l'État, vous le savez bien, il y a eu des collaborateurs très directs du président de la République qui ont été enfermés en prison, on en a entendu parler. Très très direct, personne n'aurait cru. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'exclusif qu'on sent dans ce pays-là, qui est en train d'avancer, et nous devons apprendre à rentrer dans la bonne direction pour ce qui concerne de l'intérêt commun,
ce qui concerne l'intérêt commun. L'intérêt commun doit être primordial. Maintenant, je ne veux pas dire qu'au Bénin, tout est rose, je vous ai dit tout à l'heure. Aucune démocratie au monde ne fonctionne quand il y a des privations de liberté. Donc il y en a au Bénin, c'est ça vous voulez dire? Je veux dire, j'ai appris qu'il y a des journalistes qui ont été enfermés. Ce n'est pas acceptable. C'est un peu comme si vous enfermez un médecin qui reçoit un meurtrier qui est en train de mourir parce qu'il perd du temps, vous l'enfermez parce qu'il soigne le meurtrier qui vient de tuer quelqu'un. Est-ce que parce qu'on est journaliste, on ne peut pas faire la prison? Non, pas du tout. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Clairement. Mais il y a des métiers qui sont des métiers d'intérêt commun. Je vous ai dit, le dernier rapport de l'UNESCO est en train de voir le journalisme comme un bien public. Le journaliste participe à l'éclosion d'une démocratie. D'ailleurs, c'est un facteur important qui définit le baromètre de la démocratie dans un pays. Et je suis très heureux aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, selon Reporters sans frontières, il y a 0 journaliste enfermé en prison au Bénin et 0 journaliste tué. C'est extraordinaire. Mais le code du numérique pour lequel un de nos confrères a été emprisonné, et qui est un code du numérique qui dépénalise les délits de presse, ne peut pas emprisonner à nouveau un journaliste pour le même fait. Ne faites pas d'amalgame, Monsieur Dossou. Oui, dites-moi. Il y a le code du numérique et il y a le code de l'information. Bien sûr. C'est 2 codes différents. Mais notre le code de l'information dépénalise les délits de presse. Oui. Le code du numérique, vous avez en prison. Oui, d'accord. Donc après, il y a la question de la carte de presse. Donc si on ne peut pas prouver dans les faits que vous êtes journaliste, eh bien, on ne vous applique pas le code de l'information, vous applique le code du numérique et vous allez en prison. Eh bien, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Est journaliste celui qui détient une carte de presse valablement contresignée, je ne sais pas qui signe ici, là, certainement, ou le ministre de l'Intérieur, et vous en faites votre profession principale. Vous savez comme moi qu'il y a des très bons journalistes au Bénin, mais en même temps, nous avons aussi, excusez-moi l'expression, des journalistes alimentaires. Mais c'est partout au monde. Au monde, c'est partout au monde, c'est pas que le Bénin. Nous devons pouvoir faire face à nos responsabilités. Quand vous n'êtes pas médecin et que vous prenez la responsabilité d'opérer un patient pour lui changer son rein, vous êtes sûr qu'à un moment donné, si ça se passe mal, vous allez en prison. Ça s'appelle un meurtre sans préméditation. Donc, vous n'êtes pas médecin et vous prenez la décision d'opérer quelqu'un et il meurt. Donc ici, le code de l'information, j'aime bien votre nuance, le code de l'information qui doit être complètement différencié du code du numérique, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, le digital est devenu un peu une sorte de 6e continent où vous avez plein de gens qui se cachent derrière leur clavier pour faire des commentaires, pour insulter, pour dire des choses et qui ne se présentent jamais. Nous, en tant que journalistes, on se présente, dans mes éditoriaux, vous sentez qu'on se présente et on s'affiche et on dit clairement ce qu'on pense. D'accord. Alors, sur la gouvernance du président Talon, on va revenir là-dessus, Monsieur Dossou. Vous applaudissez les infrastructures, ça veut dire que vous aimez bien les routes, les lampadaires pour les infrastructures, et tout même ça. si parfois je trouve que la finition, elle est un peu médiocre parfois sur certains trucs. Bon, en même temps, vous voyez que sur le plan politique, on a des problèmes. C'est-à-dire que la liberté dont vous parlez, la liberté dont vous êtes un chantre, ne sont pas systématiquement les mêmes dans le domaine politique. Il n'y a pas de voix discordantes. Mais quand nous, parce que je suis dedans, j'ai exercé au Bénin en tant que journaliste. Quand on a appris à aller prendre de l'argent je viens chez Don Lamabalo parce que je sais qu'il y a quelqu'un il a un bidouille avec quelqu'un, je viens lui prendre de l'argent pour lui écrire un article et le mettre à la une, et je retourne chez l'autre pour lui prendre de l'argent, pour dire, écoute, donc là, est venu me faire un truc. Nous avons ça au Bénin, comme un peu partout, mais nous avons beaucoup plus ça au Bénin. Il suffit de regarder les titres des journaux. Il suffit de le regarder, les titres des journaux. Et donc, je veux dire, quand on est habitué à ça, c'est difficile après de faire le métier convenablement. Donc, on n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, moi, j'aime bien d'ailleurs le fait que seule la carte de presse vous dédouane un peu, je dirais. Ce qui non, si vous ne répondez pas dites-moi, à ma question. Je parlais des partis politiques. Vous êtes revenu à la presse, je comprends. Vous êtes journaliste, vous êtes préoccupé par les questions de politique. Oui, mais vous observez que, par exemple, on a une assemblée où l'opposition n'est pas représentée, bientôt les élections législatives. Vous devez avoir un plaidoyer pour que, aujourd'hui, les partis politiques puissent accéder, n'est-ce pas, vous savez, à des fonctions publiques, quel que soit le mot. Ce n'est pas notre métier d'avoir
une sorte de plaidoirie pour que les partis politiques accèdent ou non à la fonction politique. Ce n'est pas le métier d'un journaliste. Le métier d'un journaliste, c'est de dire, nous constatons ceci, il y a un recul en cela, comme on vient de le faire. Donc le journaliste ne fait pas des propositions? Le journaliste peut faire des propositions, mais à ce moment-là, il n'est plus entièrement journaliste. Mais ici, je peux vous dire ce que je pense, hein, ça ne me gêne en rien. Tout ce que je il y a le Bloc républicain. D'ailleurs, dans une de mes éditos, j'ai exprès écorché le nom en disant le Brol républicain. Heureusement que les Béninois ne savent pas ce que c'est que le Brol. Mais je veux dire, il y a deux partis politiques qui sont représentés à l'hémicycle au Bénin. Et qui, donc forcément, sont des partis politiques qui encouragent l'action du chef de l'État. Sinon, d'autres voix disent que ce sont ces partis politiques. Jusque-là, il n'y a rien de grave encore pour l'instant. Il n'y a encore rien de grave pour l'instant. Vous savez, quand un chef d'État vient au pouvoir et qu'il a la possibilité de faire des réformes, c'était nécessaire. Je n'applaudis pas à toutes les réformes. Il y a des réformes, on peut en discuter pendant 24 heures. Il y a des choses de bien qui se font, comme je dis, mais il y a aussi des choses forcément qu'il faut corriger. Ça, c'est clair. Donc, parlant de partis politiques, vous savez, c'est des sujets sensibles, mais un Parlement, quand on me dit que c'est un Parlement monocolore, ça n'a déjà pas de sens, parce qu'il y a deux partis qui sont représentés, donc ce n'est plus monocolore. Deux partis avec deux idéologies complètement différentes. Ah ouais? Même si, attendez. Monsieur Kilos, vous allez vous griller les ailes si vous allez sur ce terrain-là. Je les ai grillés déjà plusieurs fois, mais vous savez, il faut les avoir grillés pour savoir ce qu'on dit. Vous m'avez demandé d'être, je suis cash avec vous. Allez-y. Il y a le Bloc républicain et l'Union progressiste. Tous deux de la même obédience. De la même obédience politique. Donc ça, ce n'est pas monocolore, c'est ça? Mais attendez. Nous sommes en train de parler français. Et donc, c'est quoi quand quelque chose est monocolore? C'est que ça a une couleur. Une seule? Une seule couleur. Pas deux? Pas deux. Une seule couleur. Nous avons le Bloc républicain et nous avons l'Union progressiste, qui sont deux partis politiques totalement différents. En quoi? Attendez, les deux soutiennent le président de la République. Un peu comme par exemple en France, vous avez à un moment donné les Insoumis qui n'ont pas voulu dire un mot, ben, on voit que c'est Emmanuel Macron, vous avez les Verts, vous avez l'UMP, tout le monde, et puis on va à l'Assemblée nationale pour faire barrage, par exemple, au Front national. Nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique comme dans les années 1960. Patrice Talon est devenu président de la République et il a les clés de la gestion du pays. Comme Yahi Boni était président de la République, a eu la clé de la gestion du pays, comme Mathieu Kérékou, comme M. Forceglo. Donc il faut laisser le président Talon gérer. En fait, vous n'avez pas d'autre choix, justement. On peut discuter, mais vous avez bien vu, ils ont boycotté les élections, ils ne sont pas allés, ils n'ont pas voulu rentrer dans la nouvelle loi. Ils ont dit qu'ils n'ont pas boycotté. Ils ont dit qu'ils ont été Et puis il y a des parrainages. Et puis, attendez, une fois que la loi, elle est difficile, hein, mais c'est la loi. D'accord. Ce qui est dans ce Yann, c'est la loi. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire, c'est que j'aimerais le dire à ceux qui gouvernent aujourd'hui, de dire que au Bénin, nous avons une telle avancée en démocratie, ça ne se voit pas parce que les Béninois ne parlent pas. Mais quand ils en ont marre, le monde entier sait qu'ils en ont marre. Pour l'instant, je pense qu'il y a des choses qui se font dans le pays et les gens essayent de vivre. Et effectivement, il y a une morosité économique, tout le monde en parle, ce n'est pas qu'au Bénin. C'est encore plus difficile dans nos pays, avec, on va dire, le produit intérieur brut. Mais n'oublions pas, le Bénin a un produit intérieur brut 2020-2021 de 15 milliards de dollars. Donc le produit intérieur brut, c'est quasiment la richesse que produit chaque Béninois, cumulé ensemble sur l'année. On a 15 milliards. Le Togo, à côté, ils en ont 7. La Côte d'Ivoire, poumon économique de l'UEMOA, en a 65 milliards plus ou moins. Le Nigeria, à côté, qui est la première puissance du continent, tourne autour de 432 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Ils sont plus de 200 millions. Nous avons 850 km de frontières avec le Nigeria, un des rares pays au monde à avoir 850 km de frontières avec le plus riche pays du continent africain. Nous devons certainement être un pays de service. Absolument. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça va venir. Nous avons à côté tout ce qu'il nous faut. Mais vous savez, quand on gouverne,
on écoute, c'est difficile de gouverner. Et on essaye d'avoir, attention, parce que vous me parlez de l'Assemblée nationale. Oui, je sais que Monsieur Dossou, je suis pris par le temps. Oui, bien sûr. Mais donc, vous savez, vous m'avez parlé de l'Assemblée nationale qui est un peu l'antichambre où se votent les lois. Quand vous maîtrisez l'Assemblée nationale, tous les chefs d'État au monde, quand ils gagnent une élection, veulent maîtriser l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron court pour ça. Donc c'est le cas au et quand vous maîtrisez l'Assemblée nationale, ben, vos lois passent. D'accord. Nous avons un petit cérémonial que nous faisons sur l'émission. Il y a une question qui est la question du public. Vous allez tirer au sort dans le bocal qui est juste à côté de vous un chiffre, Monsieur Dossou. Vous me communiquez le chiffre et je vous pose la question du public. Allez-y. Comment vous savez la question du public? Donnez-moi juste là le chiffre. Vous avez bien entendu? Comment je sais que vous n'avez pas mis plusieurs chiffres? Non, allez-y, vous pouvez vérifier. Vous savez, c'est la transparence totale sur cette émission. Ouais. Parce que nous n'avons d'ailleurs aucun intérêt à vous compliquer la tâche. Allez-y, le public a une question à vous poser. Vous savez, choisissez, Monsieur Dossou, et dites-moi quel est le chiffre que vous avez choisi. Vous me mettez une pression. Ben oui, parce que je suis pris par le temps. Et c'est quoi cette question que vous me posez par rapport au public? Allez, je prends celui qui est je ne sais pas encore, prenez. Alors, le 10. Numéro 10. Monsieur Dossou, est-ce que vous savez que vous êtes incompris des Béninois? Est-ce que vous savez que vous êtes critiqué? Est-ce que vous savez que, à la limite, certains Béninois vous prennent pour un fou? Comment vous expliquez tout ça? Pourquoi cette, je dirais, agressivité contre votre personne, Monsieur Dossou? Ah, écoutez, ça je le savais. Mais je ne savais pas que c'était si... Ben, écoutez, je n'ai pas pu vous recevoir sans chercher à savoir. Ça, je le savais. Mais comment vous expliquez ça? Vous savez, je viens d'une famille où rien, comme beaucoup de Béninois, où rien n'a été obtenu cadeau. J'ai appris à ne pas répondre aux gens. Et vous êtes vraiment le premier professionnel des médias depuis 2016 à m'avoir pour me parler du Festival Vaudou, parce que j'ai dit je n'ai aucune réponse à donner. Parce que vous discutez des choses avec les gens quand les gens connaissent le minimum. Donc, chez moi, comme dans les pays fonds, à Golenoemi, mais tout gagne dans sa carrière. Mais moi tout gagne, c'est allé chez vous. Et j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, comme parfois beaucoup aussi de malheur. Hein. Je reste un entrepreneur et je ne me repose pas, je ne prends pas de vacances. Et je n'ai pas de réseaux sociaux pour montrer ce que je fais. Je suis un homme qui aime les belles choses, voilà. J'aime les bonnes choses. Et j'aime faire les choses pas à moitié. C'est pour ça que vous n'êtes pas compris? Peut-être, oui. Et voilà, je ne me justifie pas souvent auprès des gens, parce que je pense que quand on a des questions comme la vôtre, par exemple, assez sensibles à poser, ça mérite des réponses claires. Oui. Donc, je veux dire, beaucoup ont leurs idées. Si vous avez envie d'aller plus loin, allez-y, je vais vous répondre. Hein. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Beaucoup ont leurs idées et chacun y va dans son sens. Et je veux dire, pour le Festival Vaudou, par exemple, les gens n'ont pas compris pourquoi on affrète un avion pour faire venir des gens du Bénin pour aller parler du vaudou en Belgique. Et vous avez été suffisamment attaqué pour ça? Ah ben oui, vous en savez quelque chose. Les gens m'ont reproché pourquoi vous demandez à Doncla Mabalo de venir présenter la cérémonie d'ouverture du Festival Vaudou à Bruxelles. Ben, j'ai dit parce que Doncla a travaillé avec moi pendant 4 ans, je ne suis pas obligé de le mettre sur Facebook pour le montrer. Il a travaillé avec nous, avec l'équipe pluridisciplinaire, et il sait ce qu'il doit dire. Les gens disent, mais pourquoi il y avait 3 ou 2 ministres présents? Ben, parce que c'est important pour le Bénin de le faire. Et donc, oui, c'est... Mais tout grand dans sa règle. Mais toi, dans sa règle. Ma question. Je vais finir rapidement avant votre mot de la fin. Je vous ai vu récemment aux côtés du président Obiang. Vous étiez en Guinée. Qu'est-ce que vous êtes allé faire je vous suis beaucoup. Hein. Ah, d'accord, ok. Vous êtes allé faire quoi en Guinée aux côtés du président Obiang? Déjà, je n'ai pas été faire quelque chose. C'est le président Obiang qui m'a invité pour venir, parce qu'on a des projets communs depuis 2018 qui sont en train de donner de très bons fruits pour l'Afrique. Et donc, après le sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Malabo, il m'a demandé de venir voir les installations.
On m'a fait visiter, j'ai été très bien accueilli avec mes équipes, visiter toutes les îles du pays. Et on a fait plusieurs séances de travail parce qu'il y a un très très gros événement africain qui va se faire là, que nous avons eu le privilège d'organiser sur quelques années suivantes. On vous en parlera. D'accord. Vous pouvez conclure l'entretien, regardez droit dans votre caméra et mettez un terme à notre entretien, M. Dossou Kinos. Merci Donclub, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions de Donclub, mais c'était un peu inopiné. Certaines questions n'étaient pas attendues, certaines plus ou moins attendues. Connaissant la virilité de l'homme, je me dis peut-être que les commentaires qui suivront sur les réseaux sociaux permettront de mieux peut-être appréhender certains points. Dans notre métier, parfois il faut être direct, parfois il faut prendre du recul parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et sur les questions politiques et très sensibles, j'ai juste quelque chose à rajouter, même si certaines personnes se sont senties lésées, c'est qu'il faut toujours apprendre que tous les pouvoirs politiques, ici bien en Afrique qu'en Europe, qui essayent de faire quelque chose pour leur peuple, le font parce qu'ils ont envie de le faire. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, il ne faut pas qu'ils oublient que tout pouvoir politique qui voit et qui ne fait rien son peuple dans la misère, dans l'esclavage et surtout dans la disette, c'est que ce pouvoir a accepté soi-même, lui-même, un jour de le vivre. Et c'est souvent ce que j'ai dit partout où je suis passé en Afrique. Et je pense qu'il y a quelque chose de bien qui se fait au Bénin. Il faut l'accompagner et c'est très important de l'accompagner parce que c'est finalement la seule chose qui nous restera quand on ne sera plus là. Merci, Monsieur Dossou Kinos. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, patron de presse. Vous avez créé une chaîne de télévision en Belgique qu'on appelle Enjeu Télévision. Vous êtes béninois. Vous êtes un homme de culture. Le vaudou est pour vous l'ADN qu'il faut promouvoir et vous faites tout pour promouvoir le vaudou. C'était un énorme plaisir pour nous de vous avoir reçu sur le plateau de l'entretien du dimanche. Chaque fois que vous venez au Bénin, vous pourrez prendre le temps de venir nous rendre visite. On discutera de l'actualité politique nationale et internationale. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche.